Shabadabada, nos cœurs y croient, badabada, wabadabada. Shabadabada, nos cœurs y croient, badabada, wabadabada. Shabadabada, nos cœurs y croient, badabada, wabadabada. Donc, les tribulations d'un scénariste en vadrouille est sorti officiellement le 7 mars, et donc cette première réunion, cette première rencontre vise un petit peu à le faire connaître. Donc il est publié chez Dagobah Éditions. Et c'est un roman qui prolonge en quelque sorte dans une trilogie, ou un triptyque, comme on voudra, les deux qui l'ont précédé, et qui s'intitulent Le Saut de l'escargot et Les frontières égarées, qui ont été publiés aux éditions du Jasmin. Alors, quand je présente les tribulations d'un scénariste en vadrouille comme faisant partie de cette trilogie, c'est parce que ces trois romans ont en commun de se focaliser sur une errance, alors une errance soit du personnage principal, soit des personnages secondaires, une errance qui peut ouvrir sur une émancipation ou sur une chute. Ici, il s'agit donc d'un scénariste qui part sur les traces de quelques grandes figures du cinéma et de la littérature. Alors, partir sur leurs traces, ça veut dire à la fois rendre hommage, d'une certaine façon, à ces gens, ces cinéastes et ces écrivains qu'il a aimés, parmi lesquels Jacques Demy, à Cherbourg, Jacques Tati, Claude Lelouch, le Claude Lelouch de Un homme et une femme à Deauville, Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil, Georges Bataille à Vézelay, Gombrowicz, Witold Gombrowicz à Vence, où il a terminé sa vie, et également Chateaubriand à Combourg. Et comment tu rends un hommage? C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Ça veut dire quoi, rendre un hommage? Alors, ta question est très importante. Rendre un hommage, et c'est le défi même du roman, c'est emprunter une tonalité narrative qui renvoie à chacune des œuvres de ces écrivains et cinéastes qui ont résidé ou réalisé un film ou vécu dans ces villes par lesquelles ils passent. Donc en fait, les descriptions de villes sont elles-mêmes imprégnées de quelque chose qui renvoie, et c'est en ce sens qu'il y a un hommage, qui renvoie narrativement à ces différents écrivains et cinéastes. C'est-à-dire que, bon, je lirai quelques passages, mais évidemment, l'hommage rendu à Claude Lelouch pour Un homme et une femme ne va pas être écrit du tout de la même manière que lorsque le Pérégrin va arriver à Saint-Florent-le-Vieil, où est rendu un hommage à Julien Gracq. Non plus qu'à Vézelay, au cimetière de Vézelay, où est rendu un hommage implicite à Georges Bataille. Et mon défi, ça a été précisément d'articuler la diversité des tonalités narratives avec l'hommage rendu, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de faire un catalogue d'hommages, il s'agissait de véritablement nouer une trame narrative avec ce Pérégrin comme personnage central, et bon, il y a une rencontre, il y a deux femmes qui viennent baliser, jalonner parallèlement le parcours de ce Pérégrin. Il s'agit d'un véritable roman par-delà les hommages rendus à ces figures. Et est-ce qu'il y a aussi, dans la psychologie du personnage ou son état mental, est-ce qu'il y a aussi l'hommage en fonction de ton interprétation de toutes ces œuvres, de tous ces auteurs? Oui, c'est-à-dire aussi, que le Pérégrin passe... C'est pas que la ville, c'est aussi la personne. Aussi. Non, et en ce sens, la narration est une narration double, c'est une narration où le Pérégrin raconte lui-même son parcours, en alternance, pas systématique, mais enfin en alternance sur l'ensemble du roman, avec ce qu'on appelle une instance narrative, qui est donc une voix qui commente, commente le parcours du Pérégrin en écho aux étapes qu'il franchit. Et donc comment ça se matérialise au niveau de la phrase, par exemple, d'une phrase?
Ah bah, je vais... Ah oui, alors peut-être que tu liras un extrait, je ne sais pas, là-dessus. Mais... Oui, ce que je voudrais aussi dire, peut-être, c'est le titre. On pourrait croire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une redondance ou dans le titre du livre. Il n'en est rien parce qu'il faut s'attarder sur le mot tribulation. Tribulation vadrouille n'est pas un pur synonyme de vagabondage. Tribulation d'un scénariste en vadrouille. La vadrouille indique le côté erratique. Effectivement, ce pèlerin a en tête un parcours mal défini qu'il va progressivement définir, mais il va le définir aussi par les impromptus de la vie, les aléas des rencontres. Et ça, c'est toujours très important pour moi dans mes romans, l'impact des déliaisons de la vie, ce qu'on peut appeler le furtif, l'aléa. Tout ce qui vient perturber une pensée par trop construite. C'est-à-dire, en ce sens, j'ai quand même été assez largement inspiré, par exemple, par le surréalisme. C'est-à-dire par un effilochement de la pensée, par quelque chose où la rationalité cartésienne bat en retraite face aux impondérables, aux aléas et aux dérives possibles auxquelles va être confronté ce pèlerin. Je voulais juste ajouter quelque chose pour terminer sur le titre. Tribulation renvoie à une étymologie latine qui est un tourment moral. Donc le tourment moral épouse le vagabondage, auquel le dernier terme du titre fait écho, c'est-à-dire en vadrouille. Qui est plus géographique, qui est plus... Tout à l'heure, tu as parlé d'un triptyque. Pourquoi il y a un triptyque là? Pourquoi il y a 3 livres qui se suivent? Et quelles sont les continuités, les différences? Et pourquoi tu les associes en fait? Voilà, parce qu'il y a dans les 3 ouvrages une tentative d'accouchement. C'est-à-dire que l'errance peut accoucher d'une positivité. C'est le cas dans Le Saut de l'escargot, par exemple. Là, je me tairai parce que c'est le lecteur qui va découvrir ce qui va advenir de ce pèlerin erratique. Va-t-il accoucher de quelque chose, dériver vers quelque chose de plus délicat ou pas? C'est ce à quoi je convie le lectorat. D'accord. Donc le point commun, c'est pour ça que je parle d'un triptyque ou d'une trilogie, c'est un cheminement erratique avec à la clé des destins divers qui sont associés à une errance. L'errance peut conduire à l'errement ou pas. L'errance peut conduire à la création. C'est le cas par exemple du principal personnage du Saut de l'escargot. Et donc ce roman clôt d'une certaine façon cette trilogie. Il n'y en aura pas 4. Non. Mais il y aura d'autres livres. On espère. Oui. J'espère. C'est que le début. Moi j'ai deux. Non, comment tu moi, vu que j'ai pas lu ton livre, je m'accroche au titre évidemment. Comment tu situes ce livre dans ce qu'on appelle, peut-être à tort, j'en sais rien, les récits de voyage, qui ont une certaine. Ah, là, il y a un voyage. D'accord. Tu vois ce que je veux dire à peu près? Ce qu'on appelle Stevenson, par exemple. Oui, et puis il y a toute une lignée, c'est rentré dans les mœurs littéraires. Oui, mais alors écrivain voyageur ou quelque chose comme ça? Non, c'est des récits de voyage, ça s'appelle comme ça, tel que. Non, je ne l'apparenterai pas à un récit de voyage. Pas du tout. Oui. Non. Il ne s'agit pas de voyage, donc. Quand même. Et oui, voilà. Il y a plein de voyages. C'est que des voyages. Oui, mais c'est d'abord. Oui, mais c'est d'abord. Je suis tellement passionné par ça que c'est d'abord un récit intime. D'accord. C'est un récit intime très réfracté dans ce qu'énonce le narrateur quand c'est lui qui a la parole. J'indiquais au début qu'il y a une double narration. Il y a le pèlerin qui raconte son parcours, qui le commente aussi, et il y a des chapitres où c'est une instance neutre qui narre, qui rapporte. Ça, pour moi, ça s'apparente peu à un récit de voyage. C'est du pèlerinage, non? Oui, mais c'est d'abord, c'est surtout un voyage intérieur. Voilà. Psychologique. Oui, c'est un voyage intérieur qui a, dans la réalité du monde de la géographie, des balises qui sont en même temps des balises littéraires et cinématographiques. Tu as dit tout à l'heure, j'ai relevé l'expression, oui. de tonalité
Oui. Narratives différentes. Alors pour ça, il faut lire, et je pense Selon, qu'on ne peut d'accord. pas présenter. Oui. Mais je veux juste te poser une question autour de ça. Oui. Est-ce que ça signifie, Oui. tu peux répondre rapidement, je sais pas, ou pas, est-ce que ça signifie qu'à chaque halte, si je puis dire, à chaque Oui. ville Oui. où s'arrêtent donc Oui. ces écrivains, ou ces écrivains en particulier, est-ce que tu adoptes, j'ai l'impression que tu disais que tu adoptais une écriture différente, Oui. liée effectivement à ta connaissance et à ce qu'est l'écriture même de ces écrivains-là, ou est-ce que, alors comment, dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire, comment tu t'y prends, comment tu passes d'une écriture entre guillemets gombrovicienne, Oui. hein, à une écriture bataillenne, etc. Alors, etc. ah oui, alors, est-ce que c'est oui. c'est ça ou pas du tout? Alors, Ou ça reste c'est assez largement ça, Mhm. sauf que si tu veux, par rapport à la cohérence du roman, Mhm. il y a des lieux que traverse le pérégrin, qui est aussi le narrateur, qui rapporte de la façon, c'est ça un peu l'hommage déguisé, qui rapporte ce qu'il vit de la façon dont aurait écrit l'écrivain, ou s'il s'agit d'un cinéaste, c'est, vous allez voir les phrases quand je lirai des extraits tout à l'heure, qui évoquent quelque chose du cinéma. C'est-à-dire le mode de narration est imprégné de l'ambiance dans laquelle on baigne quand on est soit avec Claude Lelouch, avec Alors, est-ce que- Julien comment tu Gracq. fais, par exemple, moi qui connais un peu Vance, enfin, même pas Oui, mal. mais tu attends, je n'ai pas terminé la Ça, réponse. vas-y. Il y a deux choses. Il y a la tonalité narrative. Mhm. Quand les tonalités narratives varient, c'est généralement associé à l'hommage qui est rendu. Donc la tonalité subit la marque de l'écrivain ou du cinéaste auquel il est rendu hommage. Mais pour ça, il faut lire. Ça Oui, reste bien sûr. abstrait quand on l'énonce comme ça. Oui. Ou, parce que ça ne peut pas toujours être le cas, ou ce sont les thématiques. Par exemple, pour Gombrowicz, Avance, quand le pérégrin arrive à Vence, c'est la nature de ce qui se passe et c'est la thématique qui va renvoyer à l'auteur. Ce n'est pas systématiquement le mode d'écriture qui traduit ou témoigne de l'auteur. Ça peut être aussi la composante thématique qui va s'associer à la ville de Vence et à Gombrowicz. En l'occurrence, Comment, justement, l'insolite. Quel est le type de reflet, comment tu dirais, entre. Non, tu vas, enfin, il faut lire, effectivement. Avec la ville elle-même, Vence en l'occurrence, puisque Tu vois. je connais, comment tu fais, comment tout ça se joue en miroir ou en écho, enfin je ne sais pas, Oui. à la fois l'écriture, Gombrowicz, la thématique, la ville, comment ça s'agence? Son interprétation de l'auteur aussi, c'est toi Oui. qui interprètes. Oui, je pense que le mieux, Celui- Oui. le mieux, attends, pour C'est- éviter oui, d'abîmer les exemplaires, je vais prendre le mien. C'est intéressant parce que ça montre, tu vois, la nature. Oui, la nature de tes questions, c'est intéressant dans les débats littéraires parce qu'on s'aperçoit, c'est ce que je reprochais un peu à François Bunel dans son émission La Grande Librairie, c'est qu'il ne lit pas d'extrait. C'est-à-dire que tu t'entends parler, alors quand il s'agit d'un essai, il n'y a pas de problème, mais quand il s'agit d'un texte littéraire, on ne peut pas. Là, par exemple, vous n'avez pas. C'est normal. Faut pas comprendre. Toi, tu l'as lu, mais toi aussi. Bon, mais vous deux ne l'avez pas lu encore. Bon, pas encore. Bon, on ne peut pas. Ça reste abstrait tant qu'on n'a pas lu. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Bah, il y a le rythme de la phrase. Par Voilà, exemple, bon. on commence par, Eh ben voilà. par le premier chapitre. Bon, voilà. Donc, voilà. Les premières lignes, bah, on voit tout de d'ailleurs, suite. je l'avais sélectionné. Alors, je suis obligé de le faire. Shabadabada, nos cœurs y croient, badabada, wabadabada. Premier mot, ceux de l'amour naissant. Deauville, une carte postale ou un bout de pellicule devenu réalité. Un rythme qui traverse le temps, un borborigme qui en dit le charme incandescent. Shabadabada. Des planches qui ondulent en un mouvement de vagues. Anouk et Jean-Louis, tous les couples du monde. Le festival de la vie. Chet Baker et Nina Simone aussi. Shabadabadabada. J'adhérais au flux vital qui allège l'existence. Au loin, des voiliers déployaient leurs ailes et défiaient les oiseaux. Des drapeaux multicolores servaient de balises aux cafés qui allongeaient leurs terrasses et anticipaient les corps qui viendraient s'y étendre.
Les cabines de bain affichaient les noms des artistes qui avaient écumé le rivage et fourni ces lettres de noblesse à la plage. L'alternance de bandes de peinture bleu ciel et blanc cassé donnait aux parois de bois une intimité qu'agrémentait le petit chapeau des toits. Les clichés d'Auvillet ternissaient ce décor onirique à l'image de cet homme d'affaires au cigare envahissant ou de ce faux artiste affublé d'une barbe de 4 jours. Les surprises advenaient aussi au détour d'une conversation que tenaient 2 amis. Il était question de trou noir, de Big Bang, de relativité générale. L'étrangeté que dégageaient ces références à la physique s'inscrivait pourtant en écho à l'histoire du cinéma, comme autant d'ouvertures à l'iris, de changements de plan, de montages intempestifs. Un goéland avait dû entendre ma rumination. Il traversa fugitivement mon champ visuel. Il eût fallu un travelling latéral pour témoigner de la fulgurance qu'il introduisait dans le cadre devenu soudain trop fixe, de la plage, des planches, de l'horizon marin. Simple question de regard. Je pris place sur une chaise longue qui jouxtait des sièges au dossier de toile, ces directors' chairs, où s'asseyent les metteurs en scène et les scripts. Le café bénéficiait d'une grande baie vitrée qui ouvrait sur la mer, long manteau aux mailles serrées qui s'effilochait en de menus dégradés de verre. Le ciel de fin d'hiver laissait filtrer un soleil timide qui donnait de ci de là une touche bleutée à la surface des eaux. La sono diffusait « It was a very good year ». J'étais Sinatra et les Pretty Girls allaient surgir poussées par le vent, etc. etc. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a les références au cinéma. Jean-Louis Hanouk, bien sûr, toi tu ne connais pas parce que tu es vraiment trop jeune. Il s'agit d'Hanouk Aimé et de Jean-Louis Trintignant dans Un homme et une femme, qui est un film célèbre des années de 1960. Tu te mets dans l'esprit de Lelouch, c'est ça du film. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une imprégnation que je veux, cinématographique, hein, avec des, si tu veux, des échos au cinéma. Psychologique aussi. Hein, les phrases sont courtes, surtout là au tout début, tu as vraiment comme des flashs. Hein. C'est léger. Il y a un narrateur, mais le narrateur, là, c'est Lelouch à la limite. Non, le narrateur, c'est le Pérégrin. C'est le Pérégrin. Tu vois bien, il parle à la première personne, mais il est imbibé de quelque chose qui fait penser gens qui sont passés à la caméra de Lelouch qui filme Jean-Louis Trintignant et Hanouk Aimé sur la plage. Il est le paysage. Bon, maintenant, je vais lire un tout autre passage. Donc, c'est toujours le Pérégrin. Donc, là, on est plus loin. Mais... Non, le narrateur, c'est le Pérégrin. Oui. C'est ça. Non, c'est plutôt... Là, c'était vraiment joyeux, c'est des mots, c'est festif. C'est allègre, le ton est allègre. C'est rapide, c'est dansant. Plutôt enlevé. Voilà. Bien, comme le film. Voilà. Bon. Maintenant, attends, faut que parce que moi j'avais mis des crochets, mais... Oui, c'est là. Donc ici, on est à Combourg. Donc Combourg, c'est un château, enfin c'est le lieu majeur d'inspiration du jeune Chateaubriand. Bon. Cette nuit-là, affalé sur le sofa de ma chambre, je ne trouvais pas le sommeil. Je ne sus s'il fallait adhérer à la légèreté des réminiscences de l'express régional ou à la charge obsédante que l'ombre tutélaire du château qui jouxtait mon hôtel faisait peser sur moi. Combourg avait été désigné étape relais, comme on franchit le passage d'un siècle à un autre. Je revis les yeux mi-clos la tombe isolée du Grand B, tellement délaissée qu'elle ne subissait même plus l'honneur d'être compissée. J'avais relu quelques fragments des mémoires pour puiser dans un regard rétrospectif les linéaments de ce qui resterait de ma propre vie. J'avais entre les mains le trésor hérité d'un grand frère, une figure de tutelle qui me vouait à un balbutiement, une esquisse de quelque chose, peut-être. Au miroir des balises qui avaient jalonné le parcours de l'écrivain de la Révolution française à l'aube de la Seconde République, qu'avais-je donc trouvé ? Né trop tard pour être mêlé à mai 68,
je n'avais guère connu que l'engrenage d'un monde mercantile qui ne conjuguait plus ses frasques que sur le mode impératif du toujours plus. J'avais vu défiler des générations d'iPhone et de Walkman quand mon grand aîné avait été le contemporain de la prise de la Bastille, du Premier Empire et de la Restauration, des journées de 1830, pour s'éteindre peu avant le coup d'État de Napoléon le Petit. J'éprouvais l'étrange sentiment de vivre la trop lente agonie d'une monarchie républicaine alors qu'éclosaient à chaque printemps les fleurs cupides, qui avaient pour nom start-up, spectre fugace et contemporain du virtuel et de la robotique. Je m'étais octroyé une journée entière à Combourg. Le grand parc du château avait subi un rétrécissement impressionnant. Comme ils étaient lointains, les batifollages de François René dans des bois sans limite précise. Le XXIe siècle avait infligé une autre blessure au site. Des pistes goudronnées avaient été aménagées pour permettre aux rollers d'injurier le passé. Quelques dizaines de décennies avaient eu raison des cavalcades en forêt, des nuits sans chauffage livrées à la méditation, la chevelure mêlée aux caprices du vent. Je songeais à ces soirées étirées dans le grand salon monotone qu'arpentait le père Auguste la Bible en main. Combien de lectures austères François René avait-il subi, assis aux côtés de la douce et frêle Lucile, source des inspirations les plus secrètes, en germe dans l'échange de leurs regards furtifs. Le martèlement des récits bibliques possédait sans doute l'avantage du rituel qui, à la longue, finit par provoquer séparations et ruptures. Le hiératisme paternel devait intimider autant qu'il incitait à la subversion. Les scintillements des bougeoirs répandaient sûrement le long des murs des lueurs fantomatiques comme des appels d'horizons lointains. J'entrevis en un brusque réveil les écrans d'aujourd'hui, dont la luminosité n'éclaire plus que de fades jeux aux douteuses connexions, à distance des correspondances intimes qu'établissaient en leur temps les lourds silences. Le frottement des pas dans les couloirs, le froid qui s'apesantissait sur les épaules. Au chuintement et au ululement nocturne s'était superposée l'apparition de Pokémon à la faible féerie et aux incitations de pacotille. Je ris doucement, un rictus d'aigreur au coin des lèvres. Voilà. Là, c'est radical. Là, on voit bien que tu joues, oui, enfin, entre guillemets, tu joues l'opposition très radicale, effectivement, entre, on va dire, Chateaubriand et ce qu'il peut évoquer, son romantisme en particulier, un peu noir, et effectivement ce monde des startups, des rollers où tu as un fil, je vais dire, tous ces... Là, dans la plupart de, si tu veux ça, dans la plupart de mes romans, il y a toujours, là c'est propre à ce cas-là, mais j'ai toujours des superpositions de couches de temps. Donc là, évidemment... le temps, c'est très important. Là, oui, mais il y a une valorisation presque toujours dans mes romans, de la lenteur contre la vitesse, la solitude et le silence contre le bruit et le capharnaüm des foules. Donc, ça, c'est très vrai aussi dans Le Saut de l'escargot, c'est vrai dans Narguilé, Jazz et autres millefeuilles, publié autrefois chez Rive-Neuve. Bon. Nostalgie. Un peu de nostalgie. Beaucoup de nostalgie. Il y a un goût pour le désuet. Oui, il y a voire même une idéalisation de certaines formes de désuétude, effectivement. Oui. Mais il y a, enfin, jusqu'à présent, mais j'imagine que c'est tout au long de ton roman, il y a une homogénéité dans l'écriture. C'est pas parce que c'est pas tout ce que je pensais. C'est-à-dire tu ne te mets pas dans, enfin le père Grain ne se met pas dans la peau. Non, mais si tu veux, là, tu vois bien quand même un écart entre ce que je viens de lire sur Combourg, le chapitre, et l'allégresse et la légèreté de Deauville. La tonalité, comme tu disais tout à l'heure, est différente. Bon, maintenant je vais vous en lire un troisième, encore complètement différent, là, qui renvoie à l'hommage à Georges Bataille. Là, on est plutôt vers la fin, mais enfin, sans trop en révéler, je me suis aperçu que je pouvais le lire. Bon. C'est Vézelay. Donc, le pérégrin se trouve avec une femme qu'il a rencontrée, qui s'appelle Natacha,
à Vézelay. Et il a été conduit à quelque chose dont je ne révélerai pas complètement la teneur pour garder le secret de la lecture. Voilà. Mais je peux lire quand même une page et demie. Donc il se trouve au cimetière de Vézelay. Alors je le rappelle, Vézelay évidemment c'est un lieu majeur de la chrétienté, comme dans le parcours de Saint-Jacques de Compostelle, mais ici le lieu est subverti à l'image de cette figure auquel est rendu un hommage appuyé, Georges Bataille, qui était essentiellement quelqu'un qui a écrit en long, en large et en travers sur l'amour, la mort, la transgression. Voilà. Dont l'un des principaux ouvrages s'appelle L'érotisme. Même au cœur de la nuit, le cimetière reste accessible. Des murets sur lesquels des chats vagabondent à l'aune de leurs caprices permettent aux humains un franchissement aisé. Natacha et son compagnon parviennent sans difficulté à l'intérieur de l'enceinte, dans la partie basse, la plus ancienne. C'est là que reposent, complètement décomposés, les cadavres d'êtres qui évoluaient entre le grand siècle et le nôtre. Les tombes, rongées par la moisissure, offrent aux badauds des dalles enfoncées comme des appels mortifères. Le couple n'aurait pas été surpris de voir apparaître un crâne aux orbites vides, les restes d'un tibia, quelques phalanges de doigts qui en un lointain passé avaient glissé le long de peaux douces ou rêches, malaxé des poitrines haletantes, s'étaient introduits dans des moiteurs caverneuses. Aujourd'hui, les sépultures égalisaient les destins. Celles dont les inscriptions étaient effacées rejoignaient celles du Grand B dans la monotonie de leurs dalles sombres, de leurs croix désuètes, de la stérilité de leurs caveaux. Les deux acolytes cherchent hagards la tombe qui les attire, sanctuaire inviolé. Ils ignorent avec précision son emplacement. Ils ont voulu rester discrets à cause de leur besogne. Ils remontent peu à peu vers la partie haute du cimetière, la moins dégradée. La nuit sans étoiles scintille dans leur cœur. De ci de là, des feux follets font danser les morts dans une joyeuse farandole et subvertissent la grisaille uniforme du lieu. Les flamèches indiquent un chemin mystérieux dont les sinuosités évoquent l'errance des vivants. Une torche électrique vacillante s'attarde sur les lettres estompées de sépultures récentes. Max-Paul Fouché et Maurice Clavel apparaissent au détour d'une allée comme s'ils avaient signé un accord tacite entre littérature et mystique. Le couple avance encore parmi les herbes et les ronces qui masquent à peine d'autres présences décapitées par le couperet du temps. Soudain, le long des bas-côtés qui s'acheminent vers la grille principale, apparaît une dalle de pierre sobre, dénuée de toute fantaisie. Georges Bataille livre son inscription, dépouillée de la charge traumatique qui s'y associa. Natacha réalise l'horreur des cimetières comme une révélation brutale. Là, tout près, à quelques dizaines de centimètres de son propre corps, croupit interminablement le cadavre défait de l'auteur de l'érotisme. Elle songe à la jeune fille et la mort, tandis que son compagnon revoit la scène d'amour du bleu du ciel, où la fraîcheur des tombes ouvertes accueille les amants. Ils se regardent, aussi décomposés que ceux qu'ils surplombent. Les feux follets servent d'intermédiaires entre le ciel et la terre. La nuit se fait complice de cette secrète alchimie. Oui, là, tu as tout un lexique, comme chez les autres, mais que l'on, évidemment, qui renvoie à Bataille de façon très directe. Voilà. Tu diras d'un lexique qui est... Voilà. On peut reprendre une dizaine de termes qui sont directement liés à... La nuit sans étoiles scintille dans leur cœur. Oui. Bon, à un moment donné, je le reprendrai plus loin. Il y a une toute petite phrase où il éjacule en pleurs. Oui, Bon, ou même c'est besogne, repris. la besogne, à un moment, tu dis... Oui, Tu utilises tout le temps oui, la besogne. tu Oui. besognais, Oui. enfin bref. Non, là, tu commences à voir comment a été écrit Combourg, Oui, oui. hein, le passage du Pérégrin à Combourg. Là, il est avec Natacha au cimetière de Vézelay. Au départ, il est seul à Deauville. Bon, autrement dit, entre, si tu veux, ce que j'écris un peu sur la 4e de couverture, je te les file la présentation. Oui. Voilà. Bon, entre bonhomie furtive, ivresse du transit, émergence de l'insolite et angoisse transgressive, donc on a des registres qui renvoient à ces auteurs auxquels hommage est rendu.
Mais ça peut l'être soit thématiquement, soit plus subtilement dans la terminologie même, dans les ambiances même. Son état mental dans sa méditation qui dure tout le livre. Oui. À ce moment-là, il est comme ça. L'état mental subit à chaque fois les inflexions des lieux par lesquels il passe, évidemment en rapport avec ce qu'il est en train de vivre aussi parallèlement. S'il y a deux femmes, bon, je ne peux pas trop en dire, mais il y a 3 personnages, dont ces 2 femmes. Bon, sont en filigrane. Comment ? Les femmes, elles sont en filigrane. Elles jouent non, elles sont pas importantes. Elles infléchissent quand même assez nettement sinon, si tu veux, le risque que j'encourais, je pense, on m'a dit que je l'avais bien surmonté. C'était le risque que ça ne soit pas un vrai roman, que ce soit une sorte de, j'allais dire un peu un catalogue raconté d'hommages. Non, j'ai pas du tout voulu ça. J'ai voulu que ce que vit le personnage en voyageant soit toujours marqué du sceau du lieu et de l'auteur auquel est rendu hommage, mais en rapport étroit avec ce qui se passe avec ces 2 femmes. Hélène, on doit aussi les citer, Hélène et Natacha. Mais qui sont situées, ce sont 2 femmes qui, dans la vie du pérégrin, remplissent un rôle différent, très différent même. Hélène et Natacha s'inscrivent dans sa vie à lui très différemment. Et il y a quand même beaucoup de chapitres où elles sont présentes directement ou indirectement. Elles influencent la géographie physique et mentale. Oui, elles infléchissent aussi le parcours. Parce que, bon, je ne peux pas trop en dire, mais il y a un moment donné où le parcours, il s'arrête, il se suspend, parce qu'il y a un événement que je ne rapporterai pas, qui oblige le pérégrin narrateur à revenir à Paris. Et il va repartir après. Non, là, tu en sais déjà plus. Hein, oui. Mais c'est ça, le double défi, c'est ça pour moi. Le double défi de ce roman-là, c'est que les tonalités narratives soient en rapport avec les lieux et les auteurs auxquels il est rendu hommage, et que là, oui, la tonalité narrative en soit témoin. Et sous la forme de poèmes chapitrés. Alors ça, c'est bravo, parce que ça m'a beaucoup ému que tu dises ça. S'il s'agit de... Oui, déjà que gros travail sur la langue, ça faut quand même le dire. Oui, je pense, je l'espère, oui. On sent que, voilà, c'est pour ça l'idée, c'est de la prose, mais vraiment on sent... C'est travaillé, quoi. J'avais reçu pour un roman antérieur qui s'appelait Narguilé, Jazz et autres millefeuilles, le prix de prose poétique de prose poétique d'Est-Charente sous la plume de Catherine Malabou, qui m'avait décerné le prix du meilleur roman de l'été 2012. J'espère qu'il n'a pas envié qualitativement à la prose poétique de Narguilé, Jazz et autres millefeuilles. Alors, Léa. Yes. Comment tu vois ça ? Moi, je vois ça comme de ce qui me vient, ce serait une quête de quelque chose. Oui. Je vois beaucoup la quête. Oui, j'aime beaucoup ce terme. C'est une quête erratique. Ouais. Après... aussi de transmission, c'est-à-dire qu'il laisse peut-être, je sais pas, je l'ai pas lu, mais de ce que j'anticipe, ce serait qu'il laisse une trace par là où il passe, comme les traces peut-être qu'ont laissé les personnes qui l'ont inspiré, par ses rencontres ou par ses découvertes, potentiellement. C'est une idée qui me vient. Et sinon, voilà, je dirais la quête. Oui, parce que ça... Est-ce qu'il... Non, je ne pense pas qu'on puisse, quand le lecteur termine le roman, je ne pense pas, si tu veux, que... Il faut lire, mais je ne pense pas que le lecteur, on ne me l'a pas signalé jusqu'à maintenant, je ne pense pas que le lecteur ait cette idée, déduise cette idée de la lecture. C'est-à-dire que ce pérégrin aurait ça... non, au contraire, si tu veux, les épreuves qu'il vit et pour une part subit, ça fait partie, disons, de sa vie, mais je peux pas. C'est aussi une souffrance. Je peux pas trop en dire par rapport à l'achèvement du roman. Bon, je peux pas dire non plus.
Il essaie de s'en sortir. Il essaie de s'en sortir, il essaie de s'arracher à la matérialité, au passé, au réel, à ses souffrances, il y a un arrachement quoi, au réel. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a la tentative. On va dire pour pas, oui, on va dire il y a une possibilité d'arrachement. En suspendant le temps, Oui. en voyageant, en rencontrant des gens. Il y a une possibilité d'arrachement, mais Oui, je non, ne mais peux ça pas. c'est la phrase la plus Ah oui, ça mais je- résume. Ah oui, mais je ne peux pas la lire. Ah, si. Ah non. Désolé. Oui, oui, cette phrase résume de l'ensemble du livre, je voulais la citer. Elle ne résume pas. Enfin, non. Non. Elle dit beaucoup sur le livre quand même. Et donc voilà. Autant l'arrachement a lieu dans le saut de l'escargot. L'écrivain, l'écrivain, le personnage de Marcello, dans le saut de l'escargot, oui, le personnage de Marcello s'arrache à quelque chose qui serait de l'ordre d'une anémie possible, d'une rétraction possible, voire d'une chute, en créant un roman. C'est un roman dans le roman, le saut de l'escargot. Donc, ici, je ne peux pas en dire plus, mais il y a la possibilité de s'arracher à ce qu'il a vécu. Peut-être. Peut-être. Oui, mais il y a... Il n'y a pas de certitude dans ça. Pas de certitude que je puisse... je m'en tiens à ce qui est écrit. Et il n'y a pas de certitude à la fin. Non, mais déjà, son départ, je veux Je ne dire... parlerai pas. Son voyage géographique et méditatif, c'est sortir d'une situation, d'une relation avec son ex-compagne, Oui, oui. et donc s'arracher à une matérielle, enfin, à s'arracher à des conditionnements sociétaux, à s'arracher à une souffrance, ou changer sa vie aussi. C'est plutôt tourner la page. Tourner la page, voilà. Avec son divorce, il tourne une page de vie, mais au début de cette... tourne une page de vie, il est dans cette page que l'on tourne. On sait très vite qu'il est divorcé. On le sait très vite d'avec Hélène. Ouais, il la tourne pas de manière franche et tranchée. Non, mais enfin, après un long, il est indiqué, après un long divorce, ça vient très vite dans le roman. Je ne veux pas en entendre plus, moi. Non, mais là, ça, on dit rien, si tu veux, on ça, dit c'est- tout et on dit rien. Non, mais là, oui. C'est dans ces tribulations du pèlerin, est-ce qu'elles en disent, enfin certainement, est-ce qu'elles en disent beaucoup sur ce qu'il est lui-même, sur sa quête, ou tu l'as écrit, ou le lecteur peut avoir aussi le sentiment que c'est entre guillemets un prétexte à parcourir précisément des lieux et des auteurs. Non, ça n'est jamais un prétexte à parcourir ou des... si tu veux, je dirais plutôt que les auteurs, un vrai hommage leur est rendu pour ce que j'ai dit, thématiquement et ou en termes de tonalité, mais c'est aussi une confidence. Le pérégrin, je pense que le lecteur se voit confier des choses sur ce pérégrin, en propre, à travers ce parcours. Et qu'est-ce qui fait que ce pèlerin, qui n'a pas lu le livre, choisit ce chemin donc, ou une partie en tout cas? Non, mais ça a été assez difficile parce que je voulais qu'il y ait toujours pour le lecteur une inflexion, des variations d'un chapitre à l'autre, des variations de tonalité, de timbre, D'accord. de paysage mental. Un lecteur peut se poser légitimement la question pourquoi ce chemin-là, le scénariste en question, donc qui est quand même ton personnage central, n'a pas choisi, il aurait pu choisir, puisque c'est une tribulation, n'importe quel chemin, je veux dire, des chemins errants justement, des chemins perdus, des chemins, tout ce qu'on veut. Là, il choisit un chemin qui est quand même tout très chargé d'histoire, chargé de références. Il ne choisit pas n'importe quoi. Oui. Alors, est-ce qu'on sait quelque chose de ce pourquoi il a choisi ce chemin-là, qui est un chemin très singulier? Non, alors ce qui est important, c'est que quand il démarre, quand il commence son voyage, il ne sait pas où il va. Il vadrouille. La tribulation d'un scénariste en vadrouille. Donc il vadrouille. Bon, alors il choisit étape après étape. C'est-à-dire que Deauville... Ça, c'est pas vraiment une vadrouille. Ah non, mais il le dit d'ailleurs lui-même, il le confie, Léa.
Non, il a un état d'esprit, il veut partir pour une quête, pour autre chose. Oui, mais il le confie. Il nous le confie. C'est-à-dire que. C'est un journal intime. Oui, on peut considérer ça comme. Oui, il le confie, et il confie son désarroi aussi. Bon, après les 2 premières étapes, après Cherbourg, bon, sa compagne, d'ailleurs, son ex-compagne Hélène, lui demande à un moment donné, pardon, c'est l'autre femme, c'est Natacha, qui lui demande, mais où vas-tu exactement? J'aurais été bien en peine de lui répondre. Donc, au cours de sa pérégrination, il ne sait pas exactement où il va, il improvise. Bon, moi, au fur et à mesure, je le sais, bien sûr, pour pouvoir le porter à l'écriture. Parce qu'il est assez enfermé. Il est erratique. Il a simplement en tête rendre hommage à des figures que j'ai aimées. Rendre hommage à des figures que j'ai aimées et improviser un parcours à partir de ça. Donc c'est dit. C'est-à-dire qu'il y a pas le lecteur n'est pas pris en... Comment dire? Il n'y a pas de... Rien n'est joué derrière le dos du lecteur. Les confidences du pérégrin, on suit le pérégrin. Il ne sait pas exactement où il va. Il ne le sait pas. Il y a une opacité. Il y a une opacité. Il ne fait pas d'ailleurs, il le dit. Ça pourrait s'apparenter à un parcours de Compostelle, mais laïque. Athée même. Enfin, le laïque, c'est pas le mot Dans ton juste. premier titre, dans ton premier titre que tu m'avais proposé, il y avait Compostelle. Oui, mais il y avait Compostelle, virgule, chemin buissonnier. Puisque là, il n'y a que Vézelay qui soit vraiment une étape de Compostelle. Dourville n'est pas une étape de Compostelle, Combourg non plus, Saint-Florent-le-Vieil encore moins. Les villes qu'il suit, qu'il rencontre, sont quand même des villes marquées par un trajet d'écrivains, de cinéastes. Donc il suit un trajet, enfin c'est pas n'importe quoi, c'est pas une ville... C'est pas du tourisme. Voilà. Non, c'est pas du tourisme de masse. Non, c'est pas un tourisme. Bon, au contraire. Même c'est pas une vadrouille, enfin pour moi en tout cas. Attends, vadrouille, excuse-moi, parce que... Redéfinition des termes. Par exemple, si tu n'as pas lu le roman, et c'est normal, tu ne peux pas savoir, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'il va faire étape avance. La ville où est mort Witold Gombrowicz, le grand écrivain polonais, qui a passé les 5 dernières années de sa vie. Je ne sais pas si tu le connais, non. Il n'est pas... Bon, donc, en principe, sa veuve nous rejoindra demain matin dans un restaurant. Bon, il ne peut pas savoir lui-même qu'il fera étape avance. Il faut lire le roman. C'est-à-dire que ça veut dire que son parcours, il est tributaire de ce qu'il va vivre. C'est pas un parcours où il dit allez, je vais à Vézelay, je vais là, non. Je me fais bataille, Gombrowicz, etc. Non. Il a quelques idées en tête de grands auteurs auxquels il aimerait rendre hommage. Mais il y a 2 femmes. Il y a 2 femmes qui... Quand je le relis, quand l'auteur relit après coup, on dit mais ces femmes sont importantes. Ces 2 femmes sont importantes à des titres différents, y compris dans le parcours. Le fait qu'il soit obligé de revenir à Paris. Il abandonne son parcours à un moment donné, puis il repart. Pourquoi? Comment? Parce que c'est pas un Compostelle, justement. Parce qu'il faut peut-être raconter l'histoire du livre, des origines, je sais pas. Non, mais j'ai intéressé effectivement, comme toi, cette idée première que tu avais eue de chemin de Compostelle. Voilà. C'est une métaphore. C'est intéressant. Il le dit, personne n'est pris en traite. Il le dit. Oui. Je ne cherche pas le moindre Graal. C'est l'expression figure dans le roman. Mon parcours n'est pas un parcours chrétien. Il n'y a pas le moindre Graal. Il rit même des reliques du fameux saint dont les restes auraient été transférés. Les reliques auraient été transférées. En fait, on sait très bien que les reliques de Santiago, ont été transférés au cours des siècles selon l'état dans lequel se trouvait la chrétienté par rapport aux poussées laïques, notamment au XIXe siècle. On retrouve de manière magique les restes, j'espère ne choquer personne. Maintenant, je t'ai dit que je vais en donner peu Mélenchon, tu dois bien te douter. Non, toi, oui. Non. À la limite, s'il y a une religiosité, c'est la sacralité des auteurs sur les traces desquels il va. La sacralité n'est pas forcément liée à la religion. Enfin. Non, oui. Non, mais d'ailleurs, à commencer par Georges Bataille. Par exemple. Voilà, oui. Oui, donc c'est pas du tout... Il y a du hasard, il y a de l'opacité,
Oui. Il contrôle pas sa vie. Ah non, mais on il n'est est pas, un dans- peu perdu. on quand n'est même. pas dans le contrôle. Oui, il y a tribulation Ben oui. d'un scénariste en vadrouille. Donc, tribulation, je l'ai dit au début parce que c'est peu connu, mais étymologiquement, tribulation ne veut pas dire simplement vagabondage. C'est d'abord un tourment moral. D'où le dernier mot, en vadrouille. Moi, je dirais pas qu'il est perdu, parce que en fait, quand il va quelque part, il sait où il va et pourquoi il y va. C'est pas au hasard. Oui, au moment où C'est il le décide. Oui, Ça dépend, Oui. ça dépend Oui. des lieux. Ça dépend des lieux, parce justement, les femmes jouent un rôle pour. Voilà. Ah bah, oui, oui, qui influe dépend des sur lieux. qui influe Oui. sur ses Ah oui. décisions. Donc il ne sait pas toujours, il est aussi. Ah, c'est pas la femme avec laquelle il est divorcé, évidemment, c'est pas elle qui lui a conseillé d'aller à Combourg. Parce que Combourg, elle lui avait dit, c'était marotte de petit bourgeois. Combourg, oui, le château, ça, le romantisme de Chateaubriand, bon, d'accord. C'est vrai. Bon, Mais le chauviniste. non, mais on peut T'es dire plus à ça, droite. ça ne me gêne pas, mais on peut dire c'est un petit bourgeois, c'est le parcours d'un petit bourgeois qui, d'une certaine façon, fétichise ses lieux et ses auteurs. Il y a une fétichisation. Parce qu'il pense qu'avec des choses, ça va pouvoir l'aider. Bah, La là, fétichisation là, va dans ce pouvoir- roman-là, il n'est pas impliqué dans les luttes de classe, par exemple. Il Ouais. n'est pas impliqué dans les luttes de classe. Mais celles-ci vont faire retour, d'une certaine façon. Bon, je n'en dirai pas plus. Parce qu'il y a une fluidité, une opacité, il pense qu'avec les choses, il va pouvoir plus accrocher le réel et plus reprendre le contrôle sur lui, ou pas? Bah, écoute, il y a quand même tout un chapitre assez long où, sous l'effet de l'alcool, on saurait déterminer. Bon. Oui. Il boit. Il boit, oui, il boit. Bah, après, Il boit. vous aurez pu Pas jamais depuis le le début, lire, pas depuis le début. On ne boit pas tout le temps. Mais... Oui, enfin, le dernier parcours à Paris, quand même, s'effectue sous l'effet d'une beuverie, quand même. Et tout à l'heure, on parlait des influences. Et est-ce que tu peux parler de l'influence du surréalisme? Est-ce qu'il y a du surréalisme ou... Alors, Enfin, oui, alors tu as eu influence? le génie de Tu en me as mettre... parlé toi-même. Il a eu le génie de me balancer deux mots après l'avoir lu. C'est est-ce que ton roman ne serait pas impressionniste dans le style et surréaliste dans son inspiration philosophique? Ouais. Alors, oui, pour la première question, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut considérer en lisant qu'il y a comme un tacheté de couleurs des touches qui font penser à certaines toiles impressionnistes, effectivement. Le flottement du temps, la suspension du temps, avec le flottement des impressions, c'est assez régulier, ça, quand même. Je serais tenté de dire plutôt Et oui. même les mots sont des touches. Je te remercie. Bon, maintenant, l'inspiration surréaliste, il faut être précis. Si tu veux, Oui. on a eu une longue discussion il n'y a pas longtemps là-dessus. J'ai été marqué par l'influence surréaliste, notamment dans mes premiers recueils de récits, Hypnose du seuil et Dame Pipi, Nicotine et Petit Noir. Ce sont des histoires de café très surréalistes avec un hommage au Cyrano, qui était le café où se rendait Breton et sa clique dans les années 20. Oui, maintenant, là, est surréaliste ce qui cherche plus ou moins ce que Breton appelait le point sublime, c'est-à-dire un point de convergence des contraires qui furtivement les annulerait. Non, on ne peut pas dire ça. Je ne peux pas dire que le récit soit surréaliste au point où des contraires s'annuleraient dans la recherche d'un point sublime. Il y a un élément qui est surréaliste, c'est ce qu'on appelle le hasard objectif, c'est-à-dire quand une situation hasardeuse, oui, vient converger avec une nécessité. Et c'est le cas là dans la rencontre de Natacha, pas trop en dire non plus, de Natacha et du Pérégrin. Leur mode de rencontre peut faire penser effectivement au hasard objectif d'André Breton. Mais bon, c'est une petite composante, c'est pas... Et Buñuel, quand même, enfin, Oui. le voyage, Buñuel, oui, Buñuel est évoqué, mais... le sacré. Oui, mais par exemple, le parcours de Buñuel, le film, je ne sais pas si tu l'as vu, La Voie lactée. Alors, La Voie lactée, c'est Paul Franqueur et Laurent Terzieff, quelqu'un qui fait du théâtre. Voilà. Bon.
font le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais ils le font en 1969. Et qu'est-ce qu'ils partent de la porte d'Orléans en autostop en 1969. Et au cours du parcours, qui est réellement un parcours de Compostelle, Tours, enfin les étapes, ils rencontrent les saints, ils rencontrent Jésus-Christ, la Vierge Marie, les saints, l'histoire, les inquisiteurs qui déterrent un évêque et le brûlent en une deuxième fois. Bon, enfin, bon. Donc c'est un parcours surréaliste dans le sens où la réalité filmique Oui. télescope 20 siècles d'histoire. Oui, d'accord. Là, Buñuel, le charme discret de la bourgeoisie a une dimension réellement surréaliste. Mais le rapport au sacré, l'attaque du sacré aussi. Non, mais il ne suffit pas d'attaquer du sacré Par rapport à pour être Compostelle. surréaliste. Non, mais d'accord, mais tu vois, c'est aussi une attaque du chemin de Compostelle traditionnel de la religion aussi. Il est totalement en marge de ça, il le dit lui-même. Non, je ne cherche aucun Graal, aucune quête. Mais justement, oui, c'est ça. Mais c'est en ça que tu l'attaques, justement. Ah oui. C'est que tu oui. refuses totalement. C'est aussi. C'est ton Compostelle, et c'est contre d'autres Compostelles, quand même. Oui. Bah, pour moi, il y a une critique assez radicale. Il y a une critique de la religion, une critique politique, critique des contemporains. C'est un ouvrage assez critique, assez politique. C'est intéressant que tu l'aies vu comme ça, ouais. Ah oui, bah, ça, tout à l'heure, tu as cité des phrases qui étaient très critiques sur la société, économie, sur l'économie, sur les contemporains, sur la politique, et donc sur la religion aussi. Sur la logique des smartphones et des iPhones et la féerie de pacotille des Pokémon, oui. Juste iPhone et baladeur, ça n'a pas vécu ensemble. Ah, baladeur, c'est antérieur, tu veux dire. Oui. J'ai entendu quand tu as lu la phrase tout à l'heure, c'est pas contemporain. Oui, mais si tu veux, par rapport au contraste, parce que là c'est évoqué par rapport à la figure de tutelle de Chateaubriand. Là, si tu veux, tu peux mettre iPhone, Walkman et baladeur ensemble, parce que c'est-à-dire c'est où la technique, la haute technologie l'emporte sur tout ce qui laisse nous appesantir sur des états d'âme que l'on approfondit comme le pèlerin dans sa chambre d'hôtel à Combourg. Là où je te donne, c'est marrant parce qu'après coup, si tu veux, là où je vois que je suis le plus transgressif par rapport à ces questions-là, c'est Vézelay. C'est la violation de la tombe, parce que là vous n'avez pas tout le détail, mais il y a un rituel qui a lieu. Il y a un rituel qui a lieu sur la tombe de Georges Bataille, c'est particulier, qui est un hommage aussi, qui est un vrai hommage en même temps, qui connaît un tout petit peu les titres. D'ailleurs, je le mets parce qu'il y a des lecteurs qui n'auront pas lu ça, mais il y a quelque chose, il y a le titre d'un ouvrage de Bataille qui n'est pas l'érotisme, mais qui renvoie à ce que Natacha et le pèlerin viennent faire en pleine nuit dans ce cimetière. Bon, de même. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est autre chose. Non, c'est plus. Non, c'est plus. C'est post-bataillon. C'est complètement bataillon. C'est complètement bataillon, mais c'est pas faire l'amour dans une tombe ouverte. Si tu veux, voilà. Bon. Ça c'était trop facile. Oui, là c'est un peu. Oui, non. Non, Pierre, comme tu m'as demandé, c'est. Non, c'est celui-là. Oui. Comme tu m'as demandé sur Gombrowicz. Oui. Ah, voilà. Bon. Sacrilège sur Gombrowicz. Gombrowicz, c'est. Presque. C'est un hommage. Je ne sais pas trop quoi lire sur lui parce que je vais lire le début parce que ça va te faire plaisir, Jean. Parce que on arrive sur la grande place de Vence. Vous connaissez tous Vence? Non, ah merde. Bon. Une grande place carrée envahie de platanes. Nice n'est qu'à 25 km, mais l'arrière-pays livre les petits bonheurs qui séparent les effluves maritimes des senteurs végétales. Le printemps a fait irruption sans crier gare. Les façades offertes au regard font alterner des maisons déjà anciennes et des constructions de factures plus banales. L'ampleur de l'espace autorise cependant d'habiter le lieu en négligeant ce qui pourrait lui porter préjudice. Des nuées d'hirondelles dessinent dans le ciel le brouillon d'un poème. Un visiteur qui viendrait à Vence depuis la gare routière et déboucherait sur cette grande place serait amené à considérer l'équilibre géométrique des formes qui s'y juxtaposent. Quelque chose de Chirico, un espace qui ressemble à un ensemble vide, une absence suggérée par les contours de l'architecture. Le pèlerin qui arpente la place n'est pas là prioritairement pour en admirer les détails.
En dépit d'un âge peu avancé, il trimballe un bâton bois travaillé qui est peut-être plus un symbole qu'une nécessité. Face à lui, de l'autre côté de la place, il aperçoit en léger retrait une demeure aristocratique rongée par les herbes. Un vaste balcon en fer forgé donne à la bâtisse un air hautain que compense l'invasion hirsute du lierre. La toiture semble, depuis l'endroit où il se tient, subir une décrépitude fatale. Des touffes de mousse répandues de ci de là font un pied de nez à l'austérité de la façade. Il sait qui fut l'hôte de ces lieux. Les traces sur lesquelles il est venu se confondent avec sa vie comme des turbulences fécondes. Il décide d'établir un repérage qui ne s'apparente en rien à celui d'un géomètre. Il traverse la grande place, rendu somnambule par les épreuves qu'il subit autant qu'il les veut. La nuit advient, prête à répandre alentour son noir manteau. Il jette un coup d'œil à la dérobée, comme un délinquant qui s'apprêterait à commettre un méfait. La demeure semble vide en écho à la grande place maintenant désertée. Les hirondelles aussi s'en sont allées. Il cherche le moyen d'atteindre le balcon en fer forgé à l'arrière de la bâtisse. Les proéminences pierreuses offrent l'appui requis. Il a pris le temps de cacher son bâton dans les fourrés. Il s'agrippe au contrebas du balcon comme à un bastingage de navire. Il parvient à élever son corps le long des parois métalliques et à le faire basculer de l'autre côté, juste devant la fenêtre au battant fermé. Il est partagé entre joie et inquiétude. Furtivement, il sort de son sac à dos un diamant, merveilleux outil propre à couper le verre. Il entame la vitre lentement comme un orfèvre. La surface de verre résiste. Le crissement que produit l'acte reste limité. Plus personne autour de la demeure pour lever la tête ou s'interroger sur le bruit impromptu. Il insiste comme un forcené. La découpe va bientôt dessiner un cercle susceptible de céder à la pression du bras. Le sac à dos délivre une ventouse qu'il colle à cette partie de la vitre. Le dernier effort fourni libère le cercle du carreau dont il était solidaire. Il ouvre la fenêtre comme un sésame. L'intérieur est à la mesure de ceux qui cherchent l'intrus. Une sorte de mausolée où subsistent des souvenirs de Pologne, d'autres qui semblent avoir traversé l'Atlantique en provenance d'Argentine. Quelque chose d'aristocratique étrangement mêlé à une simplicité de bonne aloi. Les portraits des ancêtres apparaissent dans une pose convenue qui reflète la distance du hobereau vis-à-vis du peuple. Le rictus qui crispe leur visage rappelle le grotesque que stigmatisa dans ses écrits leurs descendants. Le mobilier est rustique, comme s'il venait de provinces lointaines, en marge des capitales gagnées par la frime et le toc. Un bahut, dont la masse n'affecte pas le grand salon, n'est qu'une invite à la frugalité. Le portrait d'une femme aux yeux clairs et cheveux courts le surplombe et laisse deviner l'expression d'une beauté douce, comme une personne dont les atours évidents seraient contenus dans une protection toute maternelle. L'intrus examine au plus près le visage. Les traits sont réguliers, juvéniles, même si la quarantaine pourrait être advenue. Je continue ou... Tu vas tout dire là. Ouais. Ah, je suis choqué que tu racontes tout comme ça. Non, Il n'y a pas 450 pages, hein. non, mais il y a... Non, mais... Non, je pense qu'on a bien... Oui. Parce que Gombrowicz, je le signale parce que c'est pas toujours connu, Gombrowicz a donc vécu 25 ans en Argentine, puisqu'il a foutu le camp de Pologne juste avant l'invasion des troupes nazies, en 1939, sur un bateau, sur un transatlantique. Peut-être qu'elle a une question. Ah oui. Non, pour l'instant, je n'ai pas de questions, du coup, je m'y mets un peu dans- Quelle impression t'as comme ça en étant venu un peu sur le tard? Non, mais je suis assez intriguée par le parcours, justement. Comme je vous entends, entre ceux qui l'ont lu, pas forcément lu les idées que vous avez eues avec ce dont vous avez discuté. Moi, ça me donne plutôt envie de le lire pour me faire mon avis et me dire alors qu'est-ce que je ressens. Est-ce que c'était un peu un chemin qui était prédestiné? Est-ce qu'il l'a fait au fur et à mesure avec les étapes, les personnes qu'il rencontre, et puis les échos que ça peut avoir? Mais voilà, je suis intriguée, ouais. C'est Oui, c'est une question que se posent ceux qui ne l'ont pas lu. Oui. Voilà, ouais. Parce que, par exemple, moi qui connais Vence, Ouais. mais à Vence, donc, par exemple, ce que j'aimerais, ça me permettrait pour les autres villes qu'il traverse. Oui. Il y a la place dont tu parles, effectivement, mais tu parles de rien d'autre Non, concernant non, la ville, non, si tu non, veux, non. qui
qui est quand même plus, je sais pas comment dire, plus riche effectivement Oui. que ça. Non. C'est derrière la place, tu as le vieux Vence, Oui. très ancien. Oui. a fait L'artisanat. Oui, l'artisanat aussi, ces ruelles très étroites. Oui. Mais c'est un peu pareil pour toutes les villes. Hein. Oui, oui. En fait, c'est un morceau, quoi. Oui. C'est pas la description de la ville Oui, ou non, mais de la traversée. moi de la j'ai ville, vécu quoi. avant, C'est, c'est ouais, tout ouais. vraiment dont je suis imprégné pour des raisons diverses Ouais. Oui. que tu connais, que Didier connaît. Et je crois que je l'ai connu l'année d'après que Gombrowicz soit mort. J'imagine. Gombrowicz est mort en 69. C'est ça, voilà. Moi, j'ai été à 70, Ouais. je suis revenu Ouais. très souvent. Même, non, c'était pour juste, c'est pas un reproche, c'est pas une critique, mais c'est pour voir quel rapport tu entretiens, toi en tant qu'auteur et ton pèlerin, entre la ville, les villes qu'il traverse, et ce qui lui arrive ou ne lui arrive pas. Là c'est plus davantage le rapport entre cette intrusion dans la maison de Gombrowicz, Oui. Oui, Là, en l'occurrence, sur Vence, c'est beaucoup plus la villa alexandrine, hein, c'est le nom Voilà, de cette oui, oui. demeure. que la la villa- vie, que Oui, parce que la villa alexandrine va condenser des facettes que j'évoque, oui. qui sont vraiment... qui évoquent l'insolite même du personnage de Gombrowicz, de Witold Gombrowicz. Pour Gombrowicz, l'hommage est rendu de cette façon-là. Pour Lelouch, c'est autre chose. Oui, oui, Pour tout à fait. Julien Gracq, Julien Gracq, ça. Oh, tout de même. Non, non, là. Bon, Georges Bataille, c'est un bon point. Alors, Julien, bon. Est-ce que tu es relativement cinéphile? Oui, voilà. As-tu vu des films de Jacques Demy? Oui, Oui. pas beaucoup. Les demoiselles. Ouais, c'est Voilà. Cherbourg, C'est Chantons sous la pluie, c'est ça? Les parapluies de Cherbourg. Oui. Les parapluies de Cherbourg. Bon, Par- ça va. Les Demoiselles de Rochefort. D'Avignon. Oui. Non, non. Alors, ton père possède un livre qui s'appelle Narguilé, Jazz et autres millefeuilles, qui se passe intégralement à Rochefort et qui est un hommage aux demoiselles de Rochefort. Moi, il y avait peut-être une dernière chose qui m'a plu Oui, dans ton vas-y. livre. Une dernière chose, c'est le fait d'échapper au réel, d'échapper en permanence. L'objectif d'échapper au réel, c'est-à-dire aux maladies, les disputes, tous les problèmes de notre quotidien. Et donc, certaines personnes peuvent aller dans un divertissement, dans un livre, dans un film, pour échapper au réel. Pour échapper Oui, un divertissement. un divertissement, Au sens pascalien. du même. pain, Oui. voilà, Pascal, Oui. du pain et des jeux. Et donc, on pourrait se dire, quand on va dans un livre, évidemment, comme le tien, on va pouvoir échapper au réel. Mais non, justement, je pense que voilà, quand on va dans ton livre, on retourne dans le réel, malgré tout, alors que c'est un livre très poétique, alors que c'est... Mais là, le réel, Ah oui, là, tu peut-être sais qu'on n'est qu'on pas a- d'accord tu sais- sur le Tu sais réel. qu'on a un vieux débat là-dessus, mais c'est bien aussi pour Oui. les autres. Quand tu dis que finalement il n'est pas détaché du réel, qu'est-ce que tu impliques là? Qu'est-ce que tu veux impliquer? Ah oui, le parcours est loin d'être un divertissement, ça c'est clair, c'est même une épreuve. Oui, son parcours mental, etc. Et donc, on n'est pas là pour... S'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. Voilà, on n'est pas là pour s'amuser. Ni pour s'emmerder d'ailleurs. Non Ni plus. pour s'emmerder, mais vraiment pour réfléchir sur soi, Oui. pour Bah, si méditer t'as- avec lui. Ah bah si tu as senti comme ça, je suis très touché. Oui. Bon. Et donc voilà, donc si on veut échapper au réel, c'est pour aller voir un autre livre, aller voir, je sais pas, Harry Potter. mais voilà. Oui, parce que tu n'étais pas là quand je l'ai dit, il y a une double narration. Le pèlerin se raconte en chemin, mais en alternance avec on dirait au cinéma une voix off, enfin c'est tu veux, une instance narrative, comme dans la plupart des romans, c'est-à-dire à ce moment-là, par exemple quand je commence sur Vence, c'est pas le pèlerin qui raconte. On décrit Oui, oui. ce que fait le pérégrin quand il commence à